Le sang coulait encore de ma gorge entaillée quand j'ai entendu le rire de mon frère résonner dans la pièce. Inutile, comme sa mère, avait-il craché en giflant ma fille de 7 ans, et les autres ma sœur, mon mari, nos soi-disant amis avaient ri, un cœur infernal qui avait scellé mon destin. J'étais morte là, sur le carrelage froid de notre appartement haussmannien à Paris, les yeux rivés sur le plafond orné de moulures rococo, en me demandant comment l'amour familial pouvait se muer en poison aussi vite. Et puis, le noir. Le vide absolu. Mais le vide n'a pas duré. Il s'est fissuré comme un miroir brisé sous la pression d'un marteau invisible, et soudain, j'étais de retour. Pas au paradis, non au purgatoire de ma propre vie, 7 ans en arrière, dans le même appartement, mais avant le festin empoisonné, avant la gifle, avant que tout ne s'effondre. J'ai ouvert les yeux sur mon reflet dans le miroir de la salle de bain, Élise Moreau, 33 ans, les cheveux encore sans mèche grise, le corps ferme d'une femme qui court le long de la Seine chaque matin. Mon cœur battait la chamade, non pas de joie, mais d'une rage froide, calculée, comme si la mort m'avait forgé en lame d'acier trempée. J'étais revenu. 33 ans, et je savais tout, les trahisons, les mensonges, le sang qui viendrait si je ne changeais pas le cours des choses. Paris, cette ville des lumières éternelles, bruissait déjà sous mes fenêtres au quai d'Orsay. Les klaxons des taxis, l'odeur de croissants frais montant des boulangeries, les touristes affluant vers le Louvre comme des moutons vers l'abattoir. Tout semblait si normal, si français dans sa superficialité élégante, ces cafés où l'on dissèque les scandales politiques autour d'un expresso, ces dîners en terrasse où les amours adultères se nouent sous les platanes. Mais pour moi, chaque pierre de cette ville était désormais une cicatrice. J'avais été avocate, spécialisée en droit des affaires, une étoile montante au barreau de Paris, défendant les intérêts des grandes familles comme la nôtre, les Moreau, héritiers d'une fortune bâtie sur le commerce du vin en Bordelais. Mon frère, Antoine, était le Golden Boy, charismatique, mielleux, directeur d'une galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés. Ma sœur, Claire, la douce manipulatrice, psychologue pour les élites, toujours prête à sonder les faiblesses des autres. Et mon mari, Laurent, l'architecte talentueux que j'avais épousé par amour ou du moins, ce que j'avais cru être de l'amour. Le secret que j'avais porté comme une croix, j'avais découvert, dans ma vie précédente, que la fortune familiale n'était pas seulement du vin. Antoine avait détourné des fonds, impliqué dans un trafic d'œuvres d'art volées pendant la guerre, des Picasso et des monnaies blanchies via sa galerie. Pire, il avait causé la mort de notre père, un accident de voiture en 2015, pour hériter plus vite. J'avais menacé de le dénoncer, et en représailles, il m'avait empoisonné lors d'un dîner familial, faisant passer ça pour un suicide dû à ma dépression. Ma fille, petite Amélie, avait été témoin, et la gifle d'Antoine n'avait été que le début de son calvaire confié à Claire, elle avait grandi dans l'ombre de ces monstres jusqu'à ce que je... Non, jusqu'à ce que je meure. Maintenant, je vivais à nouveau ce matin de septembre 2018. Amélie, âgée de 0 ans, gazouillait dans son berceau dans la pièce d'à côté. Laurent ronflait encore, son bras jeté sur mon oreiller comme une chaîne. J'ai glissé hors du lit sans un bruit, enfilant ma robe de chambre en soie, et je me suis approché de la fenêtre. La tour Eiffel scintillait au loin, indifférente. Pas cette fois, ai-je murmuré à la ville. Cette fois, je vous rase tous. Ma première décision a été instinctive, détruire les preuves avant qu'elles ne deviennent des armes contre moi. J'ai fouillé le bureau de Laurent, cet atelier encombré de plans et de maquettes, où il cachait ses propres secrets. Dans ma vie passée, j'avais appris qu'il était l'amant de Claire depuis des années, un adultère qui avait miné notre mariage comme un ver dans une pomme. Mais aujourd'hui, je n'ai pas pleuré. J'ai trouvé les lettres, les photos volées au clair, nues, riant dans les bras de mon mari lors d'un week-end à Deauville. Au lieu de les confronter, je les ai brûlées dans l'évier, les flammes dansant comme des démons vengeurs. L'odeur âcre de papier carbonisé emplit la pièce, et pour la première fois depuis mon retour, j'ai souri. C'était le début d'un incendie que je contrôlerais. Le petit déjeuner fut un théâtre. Amélie tétait son biberon, ses yeux bleus innocents fixés sur moi comme si elle sentait déjà le poids du destin. Laurent descendit, en chemise froissée, embrassant ma joue d'un geste machinal. « Bonjour, ma chérie. Réunion ce matin avec un client saoudien. » Je hochai la tête, servant le café avec une grâce feinte. « Et toi, Élise? Toujours ces dossiers interminables? » Oh, si seulement il savait. Dans ma tête, je revoyais sa trahison finale, lui, tenant le couteau qui avait achevé ce qu'il restait de ma gorge après l'agonie du poison. « Oui, des affaires familiales, répondis-je, le regard planté dans le sien.
Il tressaillit, imperceptiblement. Était-ce mon imagination, ou mon aura avait-elle changé? La mort m'avait-elle marqué d'une ombre que seuls les coupables pouvaient voir? Je sortis tôt, prétextant un rendez-vous au palais de justice. Les rues de Paris étaient un labyrinthe de souvenirs empoisonnés, le café où Antoine m'avait convaincu d'investir dans sa galerie, promettant des retours fabuleux, le parc du Luxembourg où Claire avait confié ses doutes sur notre père, semant les graines du doute. Je marchais vite, le vent automnal fouettant mon visage, jusqu'à la Seine. Là, sur le pont des Arts, je jetai mon alliance dans l'eau trouble. Un geste symbolique, mais nécessaire. La bague scintilla un instant avant de disparaître, comme ma vie précédente. À partir de maintenant, je n'étais plus la Élise naïve. J'étais la veuve de ma propre existence, une spectre en chair et en os. Mon premier coup de sonde fut discret, un appel à un ancien collègue, un hacker discret nommé Julien, que j'avais défendu dans une affaire mineure. Julien, j'ai besoin d'informations sur la galerie d'Antoine Moreau. Tout, compte, transaction, contact. Il rit, surpris. Élise? Depuis quand t'intéresses-tu aux ombres du monde de l'art? Je répondis d'une voix suave, disons que la famille cache des toiles qui ne sont pas à eux. Il promit des résultats d'ici 24 heures. Pendant ce temps, je m'assis dans un bistrot anonyme près de l'Opéra, commandant un verre de Bordeaux aux ironies du sort, du vin Moreau. En sirotant, je planifiais, d'abord, isoler Antoine. Exposer ses larcins mineurs pour le discréditer sans alerter les gros poissons. Ensuite, Claire, fouiller ses patients, trouver un scandale qui la rayerait de l'ordre des psychologues. Laurent? Le plus délicat. Notre divorce serait un champ de mines, mais je le voulais ruiner, pas mort. Pas encore. La journée s'étira en une danse de faux-semblants. Au cabinet, je révisais des dossiers avec une acuité nouvelle, comme si la mort avait aiguisé mon esprit. Mes associés remarquèrent, Élise, tu es différente. Plus féroce. Je souris. La vie est trop courte pour les demi-mesures. Le soir, rentrant à la maison, je préparais un dîner simple, coq au vin, une recette de mère. Laurent arriva tard, excusé par un projet urgent. Je ne demandais pas. Au lieu de cela, je bordais Amélie, chantant une berceuse alsacienne, mes larmes contenues. Je te protège, ma petite. Cette fois, personne ne te touchera. Mais les ombres s'allongeaient déjà. Mon téléphone vibra, un message de Claire. Soirée famille vendredi? Antoine a une surprise. La surprise. Dans ma vie passée, c'était le dîner fatal. Mon estomac se noie. Vendredi était dans 3 jours. 3 jours pour commencer la chute. Je répondis, avec plaisir, ma chère sœur. J'ai hâte. Le mensonge coula comme du miel empoisonné. Cette nuit-là, je ne dormis pas allongé à côté de Laurent, je sentis son souffle régulier, et une haine viscérale me submergea. Comment avait-il pu? Comment tous? La France, avec ses idéaux de fraternité, m'avait trahi au plus intime. Mais Paris était aussi une ville de révolution, de guillotines cachées sous les pavés. Et moi, j'étais la lame qui renaîtrait. Le rapport de Julien arriva par mail crypté à l'aube du mardi, comme une grenade dégoupillée dans ma boîte de réception. Des pages de transactions suspectes, des virements de comptes offshore vers la galerie d'Antoine, masqués sous des faux achats d'œuvres contemporaines. Des contacts avec des collectionneurs italiens notoires pour blanchiment, et pire, une piste vers un tableau volé aux Juifs parisiens en 1942 à un Matisse authentique, revendu sous le manteau. Mon frère n'était pas un simple escroc, il était un héritier du pillage nazi, perpétuant le péché originel de notre grand-père, un collaborateur discret que la famille avait effacé des annales. Le secret Chongiu, celui que j'avais effleuré dans ma vie précédente sans oser creuser, se révélait maintenant comme une mine d'or pour ma vengeance. J'imprimai tout, cachant les documents dans un coffre-fort que j'ouvris sous le plancher de la nurserie, un lieu ironiquement sanctifié pour Amélie. Je décidai de frapper Antoine en premier, mais subtilement. Une visite surprise à sa galerie, sous prétexte d'un investissement familial. Le quartier de Saint-Germain bourdonnait de vie, artistes fauchés mendiant des cigarettes aux terrasses des Deux Magots, des couples élégants se querellant en voix basse sur des adultères présumés. Antoine m'accueillit avec son sourire carnassier, les bras ouverts comme un huguenot prêt à l'abjuration. Élise. Ma sœur adorée. Viens voir cette nouvelle acquisition à un monnet d'une beauté éblouissante. Le tableau en question trônait sur un chevalet, sa nymphe aquatique nageant dans des reflets de lumière.
Mais je savais, c'était une contrefaçon, achetée pour 3 fois rien à un faussaire de Montmartre, revendue au prix fort à un diplomate japonais. Nous déjeunâmes dans son bureau, surplombant la rue de Seine. Il commanda des huîtres chez Allard, arrosées de notre vin familial, et commença son monologue habituel, les galeries rivales qui le jalousaient, les taxes absurdes de l'État français, son rêve d'ouvrir une succursale à New York. Je l'écoutais, hochant la tête, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes pour contenir l'envie de lui arracher la gorge. « Antoine, dis-je enfin, d'une voix douce comme du velours pourri, et si on parlait affaires ? J'ai entendu des rumeurs sur tes fournisseurs. » Son verre s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres. « Des rumeurs ? Élise, tu sais comment c'est, dans ce milieu. Les envieux pullulent. » Je souris, sortant une photo du dossier Julien à un virement de 500 000 € vers un compte à Genève. « Explique-moi ça, alors. » Le silence qui suivit fut un abîme. Ses yeux, d'habitude pétillants de malice, se voilèrent d'une peur primitive, comme un rat coincé dans un piège à ressort. « Où as-tu eu ça ?» murmura-t-il, jetant un regard à la porte close. Je me penchai en avant, mon parfum Chanel numéro 5, héritage de mère envahissant l'air. Peu importe. Ce qui compte, c'est que je peux le faire disparaître. Ou le montrer à la brigade financière. Imagine les titres, héritier Moreau, voleur d'art. Il blêmit, et pour la première fois, je vis le monstre sous la peau, lèvres tremblantes, poings serrés. « Qu'est-ce que tu veux, Élise ? De l'argent ? Une part de la galerie ? » Je ris, un son cristallin et cruel. « Non, frère. Je veux que tu confesses. À Claire, à Laurent, à moi. Tout, le Matisse, papa, les nuits où tu as vendu ton âme pour un chèque. » Il se leva d'un bond, renversant son assiette d'huîtres. « Tu es folle. Papa est mort dans un accident ivre, comme toujours. » Mais sa voix chevrotait, trahissant le mensonge. Je ne bougeais pas, le fixant avec la froideur d'une statue de marbre du Louvre. Sabotage de frein, Antoine. J'ai les rapports du garagiste, payé pour se taire. Et le Matisse ? Il appartenait à une famille anéantie à Auschwitz. Tu profanes les morts pour ton luxe. Il s'effondra dans son fauteuil, le visage dans les mains. C'était pour la famille, Élise. Pour nous sauver de la ruine après la crise de 2008. Papa savait, il approuvait. Un sanglot étouffé. Je me levai, posant une main sur son épaule ou un geste presque tendre, mais mes ongles s'enfoncèrent légèrement. Confesse, ou je publie. Vendredi soir, au dîner. Et garde le sourire, mon cher frère. La famille doit rester unie. Je quittai la galerie avec une légèreté nouvelle, comme si j'avais arraché une écharpe de mon âme. Paris me semblait moins oppressante, le soleil filtrait à travers les feuilles jaunissantes des marronniers, et un accordéoniste jouait la vie en rose près du pont. Mais la rose avait des épines, et les miennes étaient prêtes. Prochaine étape, Claire. Ma sœur, la psy aux yeux de velours, qui avait analysé ma fragilité pour justifier le poison. Dans ma vie passée, elle avait prescrit des antidépresseurs falsifiés, sabotant ma santé mentale pour me faire passer pour instable. Son cabinet se nichait dans le Marais, un hôtel particulier rénové avec des fresques Renaissance et des canapés en velours crème. Elle m'avait donné un rendez-vous informel l'après-midi même, ironie, car elle m'avait toujours vu comme sa patiente involontaire. Claire m'accueillit avec des bises humides, son parfum floral masquant l'odeur de mensonge. « Élise, ma belle. Assieds-toi. Café ? Tisane ?» Elle portait une robe cintrée, ses cheveux blonds relevés en chignon impeccable, l'image même de la femme française sophistiquée. Nous parlâmes d'abord de banalités, les enfants, le trafic à Bastille, le dernier scandale au gouvernement Macron. Puis, je glissai, « Claire, j'ai des doutes sur Laurent. Des infidélités. » Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur prédatrice, vite masquée. « Oh, ma pauvre. Les hommes sont si prévisibles. Raconte-moi tout. » C'était mon piège. Je déballai des soupçons fabriqués, mêlés à des vérités, des nuits tardives, des parfums étrangers sur ses chemises. Elle hocha la tête, notant mentalement, et je vis le hameçon mordre. Tu sais, Élise, en thérapie, on explore les racines. Peut-être que c'est ton insécurité, héritée de maman. Classique Claire, retourner la victime contre elle-même. Mais j'avais fait mes devoirs. Julien avait fouillé ses archives illégales, mais nécessaires.
Impatient, un ministre junior avait porté plainte pour abus, elle avait couché avec lui sous couvert de séance, puis chantage pour couvrir ses dettes. Le dossier était scellé, mais je l'avais. Et toi, Claire? Tes patients te voient comme une sainte. Mais si l'ordre des psychologues apprenait tes méthodes intimes? Elle se figea, sa tasse de tisane tremblant. De quoi parles-tu? Je sortis mon téléphone, affichant une capture d'écran anonyme, un mail compromettant. Confesse, Claire. Vendredi, au dîner. Ton adultère avec Laurent, tes manipulations. Où je balance tout à la presse people la psy des stars, nymphomane en blouse blanche. Ces jours osirent, non de honte, mais de rage. Salope. Tu bluffes. Je me levai, la dominant de ma hauteur. Teste-moi. Mais souviens-toi, la famille d'abord. Je partis, la laissant pantelante, son chignon défait comme une couronne brisée. Le soir, Laurent rentra avec des fleurs ou des roses rouges, symbole de passion ou de sang. Pour toi, Élise. Je t'aime. Les mots sonnaient faux, comme un vin éventé. Je l'embrassai, mais mes lèvres étaient froides. Moi aussi. Vendredi, dîner chez Antoine? Il acquiesça, inconscient du nœud coulant qui se resserrait. Allongé dans le noir, Amélie respirant doucement à côté, je sentis le premier craquement, ma vengeance prenait forme, mais à quel prix? Étais-je encore humaine, ou un fantôme affamé de justice? Mercredi apporta la tempête. Antoine appela, voix brisée, je ferai ce que tu veux. Mais arrête, Élise. C'est de la folie. Je raccrochai sans un mot. Claire envoya un texto, on en reparle vendredi. Bisous. Laurent, lui, semblait nerveux, évitant mes yeux. Paris, sous une pluie battante, reflétait mon humeur, les gouttes martelant les toits de zinc comme des accusations. Je marchais des heures, de Montparnasse à Belleville, passant devant des graffitis anarchistes qui me rappelaient que la France était née dans le sang. Ma décision controversée germait, pour briser Laurent, je devrais impliquer Amélie, la protéger en la confiant à une nounou fidèle, puis orchestrer une scène où il craquerait. Immoral? Oui. Nécessaire? Absolument. La mort m'avait appris que la pureté était un luxe pour les vivants. Jeudi fut le jour des fissures. Les premiers signes que ma renaissance n'était pas sans coup, des migraines fulgurantes, comme si les souvenirs de l'agonie perçaient les barrières du temps, et des nuits hantées par des visions à ma gorge béante, le rire d'Antoine se muant en hurlements. Mais la douleur forge, et la mienne était une épée à double tranchant. Je passai la matinée à solidifier mes alliances secrètes. Julien, récompensé par une somme rondelette, creusa plus profond, preuve que Laurent avait falsifié des plans architecturaux pour un promoteur véreux, risquant des immeubles instables dans les banlieues défavorisées de Seine-Saint-Denis. Un scandale immobilier qui pourrait l'envoyer en prison pour fraude. Élise, c'est du lourd, écrivit-il. Tu es sûr? Ma réponse fut laconique, absolument. Envoie un journaliste de Mediapart. Anonyme. L'après-midi, je rendis visite à ma mère ou plutôt, à la coquille qu'elle était devenue depuis la mort de père. Veuve éplorée, elle vivait dans un appartement cossu du 16e arrondissement, entouré de photos jaunies et de bouteilles de pilules. Élise, ma chérie, murmura-t-elle en m'ouvrant la porte, ses mains tremblantes comme des feuilles d'automne. Nous prîmes le thé dans le salon, face à la fenêtre donnant sur le bois de Boulogne. Elle parla de son arthrite, des voisins bruyants, mais ses yeux trahissaient le vide. Dans ma vie précédente, j'avais appris qu'elle savait pour Antoine les sabotages, les vols mais avait choisi le silence pour préserver l'unité familiale. Un péché français par excellence, la discrétion au prix du sang. Maman, dis-je doucement, posant ma tasse, sais-tu ce qui est arrivé à papa? Elle tressaillit, renversant un peu de thé. Un accident, ma fille. Dieu l'a rappelé. Je sortis une photo du garagiste, un mécano bourru, payé 50 000 € pour mentir. Antoine l'a tué. Pour l'héritage. Ses lèvres s'entr'ouvrirent en un cri muet, et les larmes coulèrent, sillonnant son maquillage impeccable. Non. Il m'avait dit que c'était un suicide déguisé, pour l'assurance. Le secret se déversait comme un vin trop vieux. Je la serrai dans mes bras, mais intérieurement, je jubilais. Viens au dîner demain, maman. Et dis la vérité. Elle hocha la tête, brisée mais libérée. En partant, je l'embrassai, cette fois, on gagne ensemble. Le soir, la tension culmina à la maison.
Laurent rentra tôt, les traits tirés, et proposa une soirée en amoureux d'un film au Champeau, suivi d'un souper chez l'ami Louis. Je refusai poliment, invoquant un mal de tête. « Qu'est-ce qui t'arrive, Élise ? Tu es distante depuis des jours. » Ces yeux que j'avais aimés, me scrutaient avec suspicion. Je me forçai à rire. Le travail, chérie. Et Amélie qui grandit si vite. Nous couchâmes Amélie, et dans l'intimité de notre chambre, il tenta de m'approcher, ses mains sur ma taille. « Laisse-moi te faire oublier tout ça. » Son baiser était pressant, chargé de culpabilité. Je le laissai faire, mais mon esprit vagabondait, à la gifle sur le visage d'Amélie, à son propre rôle dans ma mort il avait tenu le bol d'eau empoisonnée, prétendant me faire boire pour me soulager. Mon corps répondit mécaniquement, mais mon cœur était de glace. Au climax, je murmurai à son oreille, « Je sais tout, Laurent. » Il se figea, mais je feignis le sommeil, le laissant mariner dans son doute. Vendredi matin, Paris se réveilla sous un ciel plombé, promesse d'orage. Je déposai Amélie chez une nounou de confiance, une bretonne solide nommée Marie, avec instruction stricte, ne la laisser approcher personne de la famille jusqu'à nouvel ordre. Marie, qui m'avait vu grandir, ne posa pas de questions, elle vit la peur dans mes yeux. Protégez-la comme la vôtre, ajoutai-je, glissant une enveloppe d'argent. Puis, direction le dîner chez Antoine. La galerie était fermée pour l'occasion, transformée en salle de réception privée, table drapée de lin blanc, chandelle vacillante, et au centre, un monnaie faux comme un jeton de casino. Les invités arrivèrent, Claire en robe rouge sang, Laurent en costume sur mesure, maman pâle comme un spectre, et Antoine, les traits creusés, servant le champagne avec des mains tremblantes. Le dîner commença par des toasts. À la famille Moreau, lança Antoine, sa voix forcée. Nous trinquâmes, le cristal tintant comme des chaînes. Les plats défilèrent, foie gras, magret de canard, fromages affinés ou une débauche gastronomique française, masquant l'amertume sous-jacente. Claire papota sur ses patients célèbres, Laurent sur ses projets à la défense. Maman mangea en silence, ses yeux rivés sur son assiette. Je sirotai mon vin, attendant le moment. Puis, au dessert une tarte tatin flambée, je frappai. « Chers tous, dis-je, me levant, ma voix coupant le brouhaha comme une lame. Ce soir, nous célébrons non seulement la famille, mais la vérité. » Je sortis les dossiers, les étalant sur la table comme des cartes au poker. Photos, virements, rapports. Antoine étouffa un hoquet. Claire lâcha sa fourchette. Laurent blêmit. Antoine a tué papa. Il vole des œuvres nazies. Claire, tu dors avec les patients et avec mon mari. Laurent, tes bâtiments sont des cercueils en attente. Le silence fut assourdissant, brisé seulement par le crépitement des chandelles. Maman se leva, tremblante. C'est vrai. J'ai su pour Antoine. Pardonnez-moi, Élise. Claire hurla, menteuse. C'est du chantage. Mais je tenais les preuves, irréfutables. La confrontation explosa. Antoine accusa, c'est elle qui est folle. Élise a toujours été jalouse. Laurent tenta de m'attraper le bras, calme-toi, tu inventes. Mais je me dégageai, les yeux flamboyants. Jalouse ? J'ai tout donné pour vous, et vous m'avez tué pour vos secrets. Les mots m'échappèrent, un lapsus de ma rage surnaturelle. Ils se figèrent. Quoi ? Murmura Claire. L'orage gronda dehors, la pluie martelant les vitres. C'était le chaos, cris, pleurs, verres brisés. Antoine s'effondra, confessant en sanglots, le Matisse. Papa. C'était pour nous sauver. Claire nia, puis avoua l'adultère, Laurent et moi, c'était de l'amour, pas de la trahison. Maman implora le pardon. Je les regardai, ces monstres démasqués, et sentis une extase amère. Mais Laurent, rusé, murmura, Élise, si tu publies, Amélie en souffrira. Les journaux. La menace. Ma faiblesse. La décision controversée, je pouvais les détruire ici, appeler la police, ou les laisser mijoter, pour une vengeance plus lente. Je choisis le lampoison. Pas ce soir. Mais demain, tout sort. Rentrez chez vous. Ils partirent, brisés, sous la pluie torrentielle. Seul avec maman, je pleurais enfin. Pourquoi ? Elle secoua la tête. La peur, ma fille. La France nous a appris à enterrer les sales secrets.
Nous rentrâmes ensemble, Paris luisant comme une plaie ouverte. La nuit suivant le dîner fut un tourbillon de conséquences. Mediapart publia l'article à minuit, alimenté par mes fuites anonymes, scandale chez les Moreau, trafic d'art nazi et meurtres familiaux. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, Twitter, ou X, comme on l'appelait désormais, regorgeant de #Morogate, des internautes parisiens disséquant les hypocrisies des élites. Antoine fut arrêté à l'aube, menottes au poignet devant sa galerie, les flashs des paparazzi illuminant son visage défait comme une scène de film de Polanski. Claire perdit sa licence en heures, son cabinet assiégé par des journalistes hurlant « Madame, comment justifiez-vous vos thérapies couchées ?» Laurent, convoqué par l'ordre des architectes, vit ses contrats annulés, un immeuble à Clichy s'effondra partiellement le lendemain, coïncidence ou karma. Exposant ses fraudes. Je suivais tout depuis mon appartement, Amélie endormie sur mes genoux, maman cuvant son thé à mes côtés. La télévision diffusait un débat sur France 2, la famille française, façade ou fosse sceptique ? Des sociologues pontifiant, des victimes de l'élite hochant la tête. Paris, ville de lumière, se repaissait du scandale comme d'un bon cassoulet, gossip au comptoir, édito dans le monde fustigeant l'hypocrisie bourgeoise. Mais pour moi, c'était cathartique et terrifiant. Ma vengeance avançait, mais les fantômes de ma mort passée me hantaient plus fort, migraine transformée en vision, où je revivais l'empoisonnement, le goût métallique sur ma langue, les rires étouffés. Ma décision controversée se cristallisa lundi. Pour achever Laurent, je devais salir son nom au-delà du professionnel, le frapper là où ça faisait mal, sa paternité. Dans ma vie précédente, il avait négligé Amélie, la traitant de fardeau en privé, et après ma mort, il l'avait abandonnée à Claire pour poursuivre ses aventures. Maintenant, je l'accusais publiquement de violence domestique, un mensonge calculé, basé sur des bleus imaginaires chez Amélie, rapporté à une assistante sociale. C'était immoral, borderline illégal, mais nécessaire, un test ADN falsifié, merci Julien, suggérait qu'il n'était pas le père biologique. Bluff ? Non, j'avais forcé un vrai test des années futures, mais ici, c'était du poison pur. Il s'effondra lors de notre confrontation au café de Flore, face aux passants indifférents. Élise, c'est faux. Amélie est ma fille, hurla-t-il, larmes aux yeux. Je souris froidement, prouve-le au tribunal. Et pendant ce temps, je garde la garde exclusive. Il partit, brisé, promettant de se battre, mais je savais qu'il plierait, comme toujours. Claire, elle, contre-attaqua vicieusement. Un appel anonyme à la police, moi, Élise Moreau, instable, menaçant ma famille. Une perquisition à l'appartement, ils fouillèrent tout, trouvant mes dossiers cachés. Interrogatoire au commissariat du 7e, un inspecteur bourru, cigarette au bec, me fixant comme un Picasso cubiste. Madame Moreau, ses preuves. D'où viennent-elles ? Je jouais l'innocente, des whistleblowers. Je protège ma fille. Ils me relâchèrent, faute de charge, mais le doute s'installa. Étais-je la victime ou la paranoïaque ? La presse titra, la vengeresse ou la folle ? Le drame des Moreau. Antoine, depuis sa cellule à la santé, m'écrivit une lettre, tu as gagné, sœur. Mais le Matisse n'était pas le pire. Demande à maman sur grand-père. Le twist se profilait. Je confrontais maman ce soir-là, dans son salon au rideau tiré. Le collaborateur. Il n'a pas seulement volé, il a dénoncé des voisins juifs pour leur bien. Elle s'effondra, confessant, ton frère a hérité de ça. Le trafic, c'était sa façon de expier. Non, de continuer. Le secret familial était un puissant fond, notre sang souillé par la collaboration, un tabou français enterré sous les platanes de l'après-guerre. J'aurais pu tout arrêter là, exposer la lignée entière, mais non. La vengeance appelait à plus. Le point de non-retour vint mercredi. Laurent, désespéré, tenta de me kidnapper ou du moins, de m'intimider. Il surgit à mon cabinet, yeux fous, un couteau de cuisine à la main. « Rends-moi Amélie, ou je te jure. » Les associés hurlèrent, appelant la police. Il fut arrêté pour menace, son avenir scellé. Dans la salle d'interrogatoire, séparé par un miroir sans teint, je le vis craquer, je l'aimais, Élise. Mais Claire. Le secret. Quel secret ? Il avoua, l'empoisonnement était son idée, pour me sauver d'une dépression qu'il avait inventée avec Claire. Mais le twist, Antoine n'était pas le commanditaire principal. C'était maman, terrifiée par ma menace de révéler le passé nazi, qui avait fourni le poison du digitaline,
subtile et familiale. Le choc me frappa comme un coup de poignard. Maman, m'a allié? Je rentrai, la trouvant en train de préparer le dîner, un sourire innocent. Élise, ma chérie, tout va bien? Je la giflai la première violence de ma main, un écho à celle d'Antoine sur Amélie. Le poison. C'était toi. Elle recula, pleurant. Pour nous protéger. Tu allais tout détruire. La trahison ultime, la matrice elle-même, empoisonnant sa propre engeance. Je l'aurais tuée là, mais Amélie pleura dans la pièce d'à côté. Au lieu de cela, je l'enfermai dans sa chambre, appelant une ambulance pour crise cardiaque. Elle fut internée, diagnostiquée paranoïaque ma vengeance, masquée en folie. Paris, indifférente, continuait, Fashion Week battait son plein, les mannequins filiformes défilant sous les flashs, tandis que mon monde s'effritait en scandale. Les migraines empirèrent, vision de ma mort se mêlant à la réalité, étais-je vraiment revenu, ou folle dans un hôpital? Mais non, Amélie était là, réelle, me serrant dans ses bras potelés. Le climax survint un vendredi pluvieux, 2 semaines après le dîner fatal, un écho moqueur à ce jour maudit. La cour d'appel du palais de justice, avec ses colonnes néoclassiques et son odeur de vieux parchemin, devint le théâtre de ma vengeance finale. Le procès des Moreau, Antoine pour meurtre et trafic, Claire pour abus et chantage, Laurent pour fraude et menace, maman pour tentative d'empoisonnement. Je témoignai, vêtu d'un tailleur noir sévère, ma voix résonnant dans la salle bondée comme un réquisitoire de Robespierre. Ils m'ont trahi, non seulement dans la chair, mais dans l'âme. Pour des secrets pourris, ils ont failli tuer l'innocence. Les jurés, des Parisiens ordinaires, un boulanger de Belleville, une prof de la Sorbonne, hochèrent la tête, leurs yeux durent face à l'élite déchue. Antoine pleura sur l'estrade, confessant tout, le sabotage, le Matisse, les nuits de remords noyés dans le cognac. Élise, pardonne-moi. J'étais faible. Claire, plus vicieuse, accusa, c'est elle qui a tout orchestré. Une vendetta hystérique. Mais mes preuves la firent taire. Laurent, enchaîné, implora, Amélie. Dis-lui que je l'aime. Je détournai le regard, mon cœur se tordant malgré la haine. Maman, depuis son lit d'hôpital retransmis en vidéo, murmura des excuses incohérentes. Les verdicts tombèrent comme des guillotines, 20 ans pour Antoine, radiation et prison pour Claire, 10 ans pour Laurent, internement pour maman. Dehors, la presse assiégea, micro tendu, questions hurlées. Madame Moreau, est-ce la justice? Je répondis, micro en main, c'est la vengeance. Et la France en a besoin. Les titres clamèrent, la renaissance de la justice familiale. Mais intérieurement, le vide grandissait. Amélie, désormais en garde exclusive, grandissait loin des ombres à la campagne, chez Marie, avec des chants de lavande et des rires purs. Je visitais chaque week-end, lisant des contes de Perrault, ces fables cruelles où les méchants péchèrent. Le twist final vint par une lettre d'Antoine, depuis sa cellule, le vrai secret, Élise, tu n'es pas revenue par miracle. C'est moi qui t'ai empoisonné la première fois, mais papa. Il t'a sauvé une fois, avec un antidote. Il savait pour nous tous. Papa? Mort, mais protecteur. Les visions confirmèrent, dans ma mort précédente, un flash au son fantôme, ou mon délire, murmurant reviens, ma fille. Était-ce divin, ou hallucination? Peu importait. La vengeance m'avait rendu libre, mais seul. Ktugbi KCH, car la vraie victoire est aigre, Paris, ma ville, m'accueillit en paria triomphante. J'ouvris un cabinet pro bono pour victimes de trahison familiale, mais les nuits étaient hantées. Amélie grandit, me demandant un jour, maman, pourquoi on n'a plus de famille? Je souris, l'embrassant, parce qu'on est assez à deux. Et la famille, c'est ce qu'on choisit. Sous les lumières de la tour Eiffel, je marchais seul, le vent emportant les cendres de mon passé. La vengeance avait guéri, mais la cicatrice saignait encore. Un rappel français, l'amour est un vin fin, mais il tourne vite au vinaigre. Et si je revenais encore? Non. Cette vie, je la vivrais pleinement, l'âme rengainée, mais prête.